Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo sur les applications linéaires. Aujourd'hui, on va parler de projecteurs associés à des sous-espaces supplémentaires. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai remarqué que deux petites erreurs s'étaient glissées dans le poly. Vous allez tout de suite les corriger en parallèle avec moi. Donc on descend, et on ne lit rien pour l'instant, c'est pas la peine, il s'agit juste de corriger. Ici, remarque 5, je vous ai parlé d'un automorphisme f appartenant à GL de E, il n'y a pas de raison de parler d'automorphisme, pas de raison de supposer que c'est bijectif, donc corriger en endomorphisme, et f appartient à L de E tout simplement. C'est dans la deuxième version du poly, donc si vous l'avez pas, c'est pas grave, vous corrigerez l'autre version. De toute manière, je mettrai comme d'habitude une version corrigée en ligne. Et dans l'exemple 15, inutile de le lire, juste aller à la 1, 2, 3, 4, 5e ligne ici. J'ai mis un xy, c'est un g de xy, et j'ai dit g rangé égale id, c'est g rangé égale g. Corrigez ça, et puis on remonte où on s'était arrêté, et on reprend. Donc définition, projecteur sur f parallèlement à g. Alors on prend deux espaces supplémentaires dans E, f et g. Je rappelle que ça veut dire que E est la somme directe de f et de g. Et on définit les projecteurs, alors P indice f, le projecteur sur f parallèlement à g de la manière suivante. Et bien tout simplement à un vecteur, il lui associe le morceau qui appartient à f dans l'unique décomposition dans f plus g. Donc on prend le vecteur dans son entièreté, on lui associe uniquement le morceau de f. Et puis bien sûr de la même manière, pour le projecteur sur g parallèlement à f, c'est l'inverse. On dit que ce couple PF-PG, c'est la paire de projecteurs associés à cette somme directe, E égale F plus G. Là il y a un exemple calculatoire. Avant de faire un exemple calculatoire, je vous invite à descendre à la page suivante, on va faire des dessins. Alors j'ai préparé deux situations de projection. Je vous laisse recopier ces deux graphes, et on va faire les projections, on va rajouter les projections après. Donc mettez pause dans la vidéo pour pouvoir recopier ces deux situations. Et moi je poursuis directement. Donc à gauche, dans tous les cas, E c'est R2, le plan. À gauche, je décompose R2 comme somme directe de la droite engendrée par l'axe des abscisses, droite engendrée par l'axe des ordonnées. C'est la décomposition la plus simple à laquelle on peut penser, c'est ce que vous faites depuis tout petit, vous décomposez des vecteurs en abscisses et ordonnées. J'ai d'ailleurs représenté le fait qu'il y a un angle droit entre ces deux axes. Vous allez voir que ça fait une situation quand même plus confortable que celle de tout à l'heure. Alors décomposons U, eh bien il n'y a pas de mystère. Je veux d'abord me balader le long de F, puis le long de G pour faire U, eh bien j'ai pas le choix. Hop. Je me mets au bout de mon vecteur U. J'ai un angle droit ici. Et bien voilà, ma projection le long de l'axe des abscisses, voilà PF de U. Et puis bien sûr, PG de U, c'est la différence entre les deux. Donc ce vecteur vert sur la droite G. On va tracer ça de manière un peu plus épaisse. PG de U. Évidemment, on décompose U en ce vecteur bleu plus ce vecteur vert. Ça marche bien, il n'y a pas de problème, on fait ce dessin assez facilement grâce particulièrement à cet angle droit. Allons voir ce qui se passe à côté. Je décompose R2 cette fois-ci en cette droite en pointillé F et cette droite en pointillé G. Juste à l'oral, pourquoi ça fait bien des supplémentaires, il n'y a pas de problème, dimension 1 plus dimension 1, ça me fait une dimension 2. J'ai bien la dimension de F plus la dimension de G qui est égale à la dimension de E. Et on le voit très bien sur le dessin, F inter G, c'est réduit au vecteur nul. Donc on a notre caractérisation. Alors décomposons. Eh bien, j'aimerais du coup me balader un peu le long de F, puis le long de G pour atteindre U.
Ce que je propose de faire, c'est de me dire, eh bien, j'ai pas trop le choix, hein. Je vais tracer la parallèle à cette droite F qui arrive en U. Et finalement, j'ai pas trop le choix. Si je fais ça, je vois bien que, eh bien, je vais devoir faire ce mouvement-là. En pointillé vert, je vous ai mis le morceau de F, et puis j'ai plus le choix. Sur G, je dois d'abord faire ça. Donc je vais tracer PG de U. J'ai inversé les couleurs par rapport à avant, c'est pas très grave. PG de U, il est ici. P110G de U. Et puis, en vert, j'ai le morceau sur F. Alors je le reporte sur F, hein. Là j'ai fait l'addition. Je vais reporter ça sur F, alors je vais juste mesurer la longueur. Environ, on va dire une unité. Et donc le voilà. Alors c'est pas très propre, on va zoomer. Environ une unité le long F. P indice F de U. Quand je somme ce vecteur vert et ce vecteur bleu, je retombe bien sur U, et je sais d'ailleurs que c'est la seule manière de faire, par unicité de la décomposition. Voilà, deux situations de projection. J'ai fait la même chose, hein. J'ai vraiment fait la même chose dans les deux cas, mais vous conviendrez tous que c'est un peu plus commode dans le premier. Alors, une petite remarque à propos de ça, c'est surtout en seconde année que vous étudierez les projections dans des situations orthogonales comme ça. On appellera ça des projections orthogonales. Remarque. Alors j'ai mes couleurs qui déconnent. Excusez-moi. Voilà. Remarque. Hop. Donc les projections dans des situations, on va dire, d'orthogonalité. Les projections, on va les appeler orthogonales. Je mets entre guillemets parce qu'on ne sait pas encore ce que ça veut dire, mais vous le verrez en seconde année, seront particulièrement étudiées en seconde année. Vous voyez un peu sur ce qu'on vient de faire qu'elles sont quand même plus commodes que les autres, hein. Mais pour nous, pour l'instant, on ne les étudie pas plus que les autres, pas plus particulièrement que les autres. On étudie que le concept de projection. On ne va pas aller très très loin. Ok, alors voilà un exemple graphique par le dessin géométrique. Bien sûr, on peut faire tous les calculs. Si on dispose des équations, on peut faire tous les calculs. Et on va le faire. Donc je vous donne un exemple ici. Dans R3, cette fois-ci, je considère grand F, qui est l'ensemble des solutions de cette équation linéaire, et puis grand G, qui est la droite engendrée par le vecteur 1, moins 1, 3. J'aimerais faire des projections sur F plus G, mais avant ça, il faudrait déjà montrer qu'ils sont supplémentaires dans E. Donc allons-y, on va résoudre l'équation derrière F, on va essayer d'écrire F comme un vecteur de quelque chose. Je vous laisse vérifier les calculs, je n'ai fait qu'appliquer la méthode habituelle de résolution des systèmes linéaires. Les variables qui n'ont pas de pivot font ce qu'elles veulent, les autres s'expriment en fonction de ces dernières. Et puis j'obtiens appartenir à F, c'est équivalent à appartenir à ce vecteur. Donc F égale ce vecteur. Et puis par la méthode du pivot, du coup j'ai une base de F. 1, 1, 0, 3, 0, 1. Alors petit aparté, j'ai dit par la méthode du pivot, machin est une base de F, parce que je fais confiance en mes calculs et je fais confiance en ma méthode. Sur vos copies, et surtout en concours, prenez le temps de vérifier la liberté de la famille. Elle est automatique, hein, si vous appliquez bien votre méthode de résolution des systèmes linéaires, d'échelonnement, de Gauss, mais vous n'êtes pas à l'abri d'une erreur de calcul. Donc c'est vraiment une philosophie que je vous engage à chaque fois à suivre. Questionnez vos résultats, ayez l'esprit critique, relisez-vous, relisez vos calculs. Donc vous pouvez vérifier que c'est libre, bon là il n'y a que deux vecteurs, donc c'est immédiat, ils ne sont pas collinéaires, c'est bon.
Donc cette famille des deux vecteurs engendre f, et puis est libre, c'est une base de f. Donc f est de dimension 2, par ailleurs g est de dimension 1, la somme fait bien 3, la dimension de e, et puis l'intersection est nulle parce que dans g, il n'y a que des multiples de ce vecteur, 1, moins 1, 3, qui ne vérifie pas cette équation, donc qui n'est pas dans le plan. 1 moins 1 plus 3 fois 3, ça fait 11, ça fait pas 0, donc g et f n'ont rien en commun à part le vecteur nul. Donc c'est bon, on a notre caractérisation, f et g sont supplémentaires. On aimerait l'expression maintenant de la projection d'un vecteur quelconque x, y, z sur f. Mais ça maintenant c'est très simple. Regardons la définition, il s'agit de décomposer ce vecteur quelconque en un morceau qui appartient à f, un morceau qui appartient à g, on sait qu'ils existent, on sait qu'ils sont uniques. D'ailleurs, les voilà. Lambda 1 fois, je fais ma décomposition sur f, elle est ici, lambda 1 fois le premier vecteur de ma base, lambda 2 fois plus lambda 2 fois le deuxième vecteur de ma base, et à côté, plus lambda 3 fois le troisième vecteur, celui d'une base de g. J'ai plus qu'à trouver lambda 1, lambda 2, et lambda 3, et j'aurai mes deux projections. Comment on fait ça? Eh bien, c'est un système linéaire. Et en plus, on sait déjà à l'avance qu'il a une unique solution, puisque la somme est directe, et ils sont supplémentaires. Donc on résout ce système linéaire, dont lambda 1, lambda 2, lambda 3 sont les inconnus. Alors, je vous laisse le faire, je vous laisse échelonner du moins, et après, on s'embête pas. Prenez le temps d'échelonner, mettez pause. Une fois que vous avez échelonné, on s'embête pas, faisons au plus simple. Je prétends qu'il me suffit d'obtenir lambda 3. Et que je le vois directement, lambda 3, il est là. 1/7 de ce second nombre. Pourquoi? Parce que maintenant que j'ai lambda 3, j'ai P indice G de x, y, z. P indice G de x, y, z, et bien le voilà. C'est cette quantité. On remarque, bien sûr, elle est le long du vecteur qui dirige la droite G. C'est tout ce qu'il y a de plus cohérent, il faut bien que ça appartienne à G. Pour P indice F, on ne va pas s'embêter à résoudre. P indice F, c'est la différence entre les deux. UF, c'est U moins UG. Donc voilà, P indice F de x, y, z, c'est x, y, z moins ce que vous venez de calculer. Et c'est terminé. Bien sûr, si vous voulez détailler les calculs, si vous voulez aller un peu plus loin, si vous voulez écrire vraiment le lambda 1 en question fois 1, 1, 0 plus le lambda 2 en question fois 3, 0, 1, vous pouvez calculer lambda 1, lambda 2 si ça vous chante. Mais c'est pas nécessaire. J'ai mon expression, j'ai deux expressions, une de P indice G, une de P indice F, ça me va. Ok. Alors encore une fois, un petit exercice pour vous expliquer que dans la vie, on ne fait pas que des calculs avec des systèmes linéaires. En dimension finie, tout peut se ramener à des calculs de systèmes linéaires, des résolutions de systèmes linéaires, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus judicieux. Donc je vous redonne un exercice qui devrait peut-être vous rappeler quelque chose. On avait déjà montré, lors du chapitre espace vectoriel, que Mn de k, c'était la somme directe de Sn de k et An de k, l'espace des matrices symétriques plus l'espace des matrices antisymétriques. Donc on peut chercher les projections. Étant donné une matrice quelconque, quelle est la projection sur les matrices symétriques, quelle est la projection sur les matrices antisymétriques? On est en train de se demander comment décompose-t-on une matrice grand M en une unique matrice symétrique S plus une unique matrice symétrique, antisymétrique A. C'est quelque chose qu'on avait déjà fait, et c'est justement quand on avait démontré ça qu'on l'avait fait. Donc je vous laisse un peu remonter dans les chapitres précédents et retrouver ces expressions, et puis l'exercice sera directement terminé. Pour mémoire, on avait fait cette démonstration par analyse-synthèse. On y reviendra tout à l'heure avec une autre démonstration par analyse-synthèse. Allez, on poursuit avec les propriétés des projections. Ok, donc prenons PQ une paire de projecteurs associés à une somme directe F plus G, E égale F plus G. On a plein de propriétés. Plein de propriétés sur les projecteurs, ce sont des applications linéaires qui jouissent de beaucoup de propriétés, beaucoup de choses à dire. Déjà, c'est linéaire. On l'a jamais dit. On l'a pas encore dit, mais c'est linéaire. Ce sont des endomorphismes de E. La somme fait l'identité.
Celle-ci est particulièrement importante, vous le verrez tout à l'heure, P rond P égale P, Q rond Q égale Q. Par contre, si on en compose un avec l'autre, ça fait 0, l'application nulle. Et enfin, G c'est le noyau de P, et puis exactement de la même manière, c'est juste une histoire d'échange de lettres, F c'est le noyau de Q. Mais dans le petit 6, je vous rajoute d'autres propriétés qu'on pourrait aussi retraduire là, hein. Vous pourrez les rajouter, les traductions ici, en échangeant P et Q. Le noyau de Q, qui est donc F, c'est aussi l'image de P. Et c'est aussi le noyau de P moins l'identité. J'ai mis entre parenthèses ici une petite explication. Ce noyau, c'est l'ensemble des vecteurs invariants par P. On y reviendra tout à l'heure. Démontrons tout ça. Alors soyons très méthodiques, on va faire toujours la même chose, hein. On va décomposer un vecteur U en un morceau sur F, un morceau sur G, et puis on va voir à chaque fois comment se servir de ça. Premier point, que ce soit des endomorphismes de E, déjà il est clair que P va de E dans E. Par définition même, hein, il va de E dans E. On vérifie la linéarité. Donc on prend deux vecteurs, UV dans E, deux scalaires, lambda mu dans K. Et puis il va bien falloir appliquer P à U et P à U et V, Q à U et V. Donc qu'est-ce que P de U, hein? Mais qu'est-ce que P de U? Si vous allez voir la définition de P, il faut déjà décomposer U dans la somme directe. Donc faisons-le. U égale U1 plus U2, on pose cette décomposition avec U dans F, U1 dans F, U2 dans G. Cette décomposition est unique. Et du coup, on sait que P de U, c'est U1. Bon, de même, P de V, c'est V1. Par ailleurs, lambda U plus mu V, ça se calcule, c'est lambda U1 plus mu V1 plus lambda U2 plus mu V2, hein, j'ai sommé mes décompositions. Et donc je peux aussi calculer P appliqué à ce vecteur. Voilà la partie dans F, voilà la partie dans G, j'aurais dû l'écrire. Ceci appartient à F, ceci appartient à G. Et c'est unique. Donc P de lambda U plus mu V, c'est la partie dans F, lambda U1 plus mu V1. Et c'est bon, c'est lambda fois P de U plus mu fois P de V. Pour Q, on ne va pas refaire la même chose, hein, c'est juste des lettres qui changent. Petit 2, pourquoi la somme fait l'identité? Eh bien, dans la décomposition de U en U1 plus U2, U1 c'est P de U, U2 c'est Q de U. Donc oui, bien sûr, P plus Q de U, c'est U1 plus U2, c'est U. Petit 3. Quand je compose P avec lui-même, ça reste lui-même. Quand je compose Q avec lui-même, ça reste lui-même. P carré égale P, Q carré égale Q. Eh bien, P de U, on l'a dit avec les notations précédentes, c'est U1. Donc si vous rappliquez P à P de U1, vous avez P de U, c'est P de U1, et bien c'est U1. Pourquoi? Parce que U1 se décompose, U1 comme il appartient lui-même déjà à F, et bien sa décomposition c'est lui-même plus 0. Donc quand vous faites P de U1, vous récupérez U1. Tout pareil pour Q, évidemment. Petit 4, pourquoi P rond Q égale Q rond P égale 0? Eh bien c'est le même argument qu'avant. Une fois que vous avez décomposé, disons, U en U1 plus U2, vous appliquez Q, vous avez U2. Mais U2, sa décomposition, c'est 0 plus lui-même. 0 dans F, U2 dans G. Donc quand vous appliquez P à ça, vous récupérez 0. Pareil dans l'autre sens, hein. Là je viens de montrer que P de Q de U c'est 0. Pareil, Q de P de U c'est 0 pour tout U. Donc P rond Q égale Q rond P égale 0. Et enfin, petit 5, pourquoi G c'est le noyau de P? Eh bien on raisonne par équivalence. Toujours on applique la même décomposition, P de U c'est U1. U appartient à ker P, ça veut dire, c'est la définition du noyau, P de U égale 0. Mais P de U c'est U1, donc ça veut dire U1 égale 0. Donc ça veut dire, détaillons un peu plus, ça veut dire U égale U2, ce qui veut dire que U appartient à G. Machin appartient à A si et seulement si machin appartient à B, ça veut dire que les ensembles A et B sont égaux. Hein. Donc G égale ker P, c'est démontré. Et enfin la dernière ligne, F égale ker Q, il n'y a rien à dire, hein, c'est juste un changement de lettre. Par contre, il va falloir démontrer ce morceau. Voilà ce qui reste à démontrer. Je vais démontrer ça par une chaîne d'inclusion.
Alors je vous l'écris ici, la chaîne d'inclusion, je vais montrer que imp est inclus dans ker p-id, lui-même inclus dans f, et f lui-même inclus dans imp. En montrant cette chaîne d'inclusion, j'aurai f inclus dans lui, inclus dans lui, inclus dans lui, et ce sera une égalité. Tous ces ensembles seront égaux. Alors on y va, la première inclusion, imp inclus dans ker p-id. Encore une fois, j'insiste, c'est le genre de choses où il n'y a pas à réfléchir, hein, vous appliquez seulement vos définitions. Et vos méthodes de base. Comment montrer une inclusion? Ben, je prends un vecteur dans imp, v, je cherche à montrer qu'il est dans ker p-id. Que veut dire v appartient à imp? C'est la définition. Il faut que ce soit un réflexe, ça veut dire il existe u dans e tel que v égale p de u. Comment montrer que ce v est dans ker p-id? Eh bien j'applique p-id à v et je vérifie si ça fait 0. P-id de v, c'est p de v moins v, mais v c'est p de u, donc ça fait p de u moins p de u, or on sait que p rond p c'est p, donc ça fait p de u moins p de u, ça fait 0, c'est bon. Pourquoi ker de p-i de e est inclus dans f? Pourquoi f est inclus dans imp? Je vous laisse lire les détails de la preuve, je ne vais pas passer trop de temps dessus. Bien sûr, vous posez des questions s'il y a des problèmes. Vous les notez et vous les poserez en live. Mais vous verrez que je ne réfléchis jamais, hein, je ne fais qu'appliquer les définitions comme on l'aurait fait là. Ok, allez, on s'arrête un peu là et on remonte. Je vous avais dit, cette proposition est particulièrement importante. On reviendra dessus, ben voilà. Pourquoi elle est particulièrement importante? En fait, ça caractérise les projecteurs. C'est-à-dire, soit f un endomorphisme, f est un projecteur si et seulement si f rond f égale f. De gauche à droite, on vient de le voir, c'est cette proposition petit 3. Mais ce qui est assez frappant, c'est que la réciproque est vraie. Si un endomorphisme vérifie ça, eh bien ça suffit pour qu'il soit un projecteur, et que par conséquent, il vérifie tout le reste. Hein. Lui et son, disons qu'il y a un certain f, il y aura un q qui sera associé, ils vérifieront à eux deux tout ça. Donc en fait, celle-ci suffit à avoir toutes les autres. Et à être un projecteur. Donc plus précisément, un endomorphisme est un projecteur si et seulement si f rond f égale f. Et auquel cas, on précise même la décomposition qui se cache derrière. Hein. C'est que E c'est le noyau de f, somme directe l'image de f. Et f c'est le projecteur sur son image, parallèlement à son noyau. L'implication de gauche à droite a déjà été vue, on l'a dit. Montrons l'application de droite à gauche. Donc on suppose que f rond f égale f, on va montrer... Alors il y a plein de choses à montrer, soyons méthodiques. On va montrer dans un premier temps ce que je dis ici, que imf c'est ker de f moins id. J'ai appelé ça p ici, c'est df. Imf c'est ker de f moins id. Par double inclusion, je vous laisse faire ça en exercice, justement, c'est un bon exercice. Dans le goût de ce qui vient d'être fait ici, il n'y a pas vraiment à réfléchir. Vous appliquez vos définitions, vos hypothèses, tout devrait se dérouler tout seul. On débriefera ça ensemble, bien sûr. Une fois ceci établi, on va montrer par analyse-synthèse cette décomposition en somme directe de supplémentaire. E égale krf plus imf. Bon. On y revient, je vous avais parlé d'analyse-synthèse juste avant. Comment démontrer que deux espaces sont supplémentaires quand on n'a aucun calcul possible? On ne connaît pas d'expression de f, on n'a pas de choses avec lesquelles calculer. Donc on a besoin d'un argument théorique. Une analyse-synthèse, ça semble bien. On cherche à décomposer, à montrer que tout U dans E se décompose de manière unique, comme un certain U1 dans KRF plus U2 dans IMF. C'est ce qu'on avait fait avec les matrices symétriques antisymétriques. Donc analyse. Je rappelle le principe de l'analyse-synthèse. On suppose dans l'analyse, on part d'une telle décomposition et on fait ce qu'on peut pour obtenir l'expression de U1 en fonction de U, l'expression de U2 en fonction de U, en espérant aboutir à une seule expression possible. Si on arrive à ça, c'est tout bénef, dans la synthèse, on n'a plus qu'à vérifier est-ce que ça marche, est-ce que ce que je viens de trouver marche. C'est pas garanti, hein. Peut-être que vous tombez sur une solution qui n'est pas bonne. Souvenez-vous du premier chapitre. Allons-y, analyse, on part d'une telle décomposition. Alors,
Dans une analyse, on fait ce qu'on peut. On fait des opérations, on part de ça, on fait des opérations pour essayer d'obtenir des informations utiles, d'obtenir U1, obtenir U2. On a tout intérêt à ne pas faire des opérations au hasard, hein. Faisons des opérations pertinentes par rapport à notre hypothèse. Notre hypothèse, c'est que U1 est dans KRF. Comment tirer profit de cette hypothèse? Ça serait bien d'appliquer F ici. Si j'applique F ici, je vais faire apparaître un F de U1. Donc c'est plus ou moins indiqué en fait ce qu'on va faire. Appliquons F. F de U égale, par linéarité, F de ça fait F de U1 plus F de U2. Mais F de U1 c'est 0, donc ça fait F de U2. Mais F de U2, U2 il appartient à IMF. Et je viens de montrer, ou vous venez de montrer, que IMF est égal à ker de F moins id. Ça veut dire quoi ker de F moins id? Ça veut dire F moins id de U2 égale 0, donc ça veut dire F de U2 égale U2. Donc U2 égale F de U2 égale F de U. Et en fait j'ai terminé. Je viens de trouver U2. U2 c'est F de U, j'ai pas le choix. Et donc U1 c'est U moins F de U, j'ai pas le choix non plus. Hein. U1 c'est U moins F de U. Donc si la décomposition existe, elle est forcément, nécessairement, de cette forme. U moins F de U plus F de U. Synthèse, on vérifie que ça marche. Alors évidemment que U fait U moins F de U plus F de U. Par contre, est-ce que ça appartient à KRF, ce U moins F de U? C'est la question. Est-ce que F de U appartient à IMF? Eh bien, U moins F de U appartient à KRF parce que, on vérifie, on applique F à ce vecteur et on vérifie que ça fait 0, oui, ça fait F de U moins F de U par linéarité, mais F rond F, on sait que c'est F, donc ça fait F de U moins F de U, ça fait 0. Et enfin, F de U appartient à IMF immédiatement par définition même de l'image. En tant que F de quelque chose, il appartient à IMF. Ok. Et donc enfin, on a quasiment tout démontré, reste à expliquer que F est le projecteur sur IMF, parallèlement à KRF. Mais maintenant c'est évident, au vu de la décomposition ci-dessus. Comment se décompose U? Eh bien, ce morceau qui est dans KRF, plus ce morceau qui est dans IMF. Et notre projecteur, F, eh bien à F de U, évidemment qu'il associe F de U. Donc la partie dans IMF. Ok, voilà pour la démonstration de ce point. Il y a beaucoup de choses dans cette démo. Prenez le temps de bien la comprendre. Donc la petite remarque qu'on a à corriger. Pour un endomorphisme, ker de f moins id, c'est l'ensemble des vecteurs invariants par f. Que veut dire vecteur invariant? Ça veut dire quand j'applique f, ça ne change pas le vecteur. Et donc en effet, u appartient à ker de f moins id, ça veut dire que f moins id de u égale 0. Eh bien ça veut dire que f de u égale id de u, c'est-à-dire u. Donc appartenir au noyau de f moins l'identité, ça veut dire f de u égale u, les vecteurs invariants. C'est un point de vue que je vous invite à retenir. Ça vous permettra de mettre un peu tout ça plus au clair, plutôt que de manipuler toutes ces choses de manière abstraite. On termine avec un exemple / exercice. Donc je pose cette application. Et vérifions, en utilisant la propriété qu'on vient de démontrer, que c'est un projecteur. Et en plus, on va déterminer ses caractéristiques. Alors, on vérifie que G est linéaire. Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'ai la flemme, mais vous pouvez le faire et vous devez le faire. Exercice classique, qu'on a fait de nombreuses fois déjà maintenant, mais il faut encore vous entraîner. Vérifier la linéarité. Une fois qu'on a vérifié la linéarité, c'est un endomorphisme de R2. Cette proposition s'applique. Donc, il y a juste à vérifier que G rond G égale G, c'est tout. Auquel cas, ce sera un projecteur, et puis on pourra déterminer le noyau, l'image. Donc, on prend XY dans R2, on calcule G de XY, et on espère que ça donne bien G de XY. Faites le calcul, j'ai mis des points de suspension. Appliquez G 2 fois, et voyez si ça redonne la même chose. Ça doit donner la même chose, G va être un projecteur. Sur quoi parallèlement à quoi? Eh bien, sur img, c'est-à-dire ker de g moins id, parallèlement à ker g. Donc il faut déterminer ces deux noyaux. Je vous invite à remonter un peu le poly. On a une méthode pour déterminer les noyaux. Donc vous vérifierez, comme dans l'exemple 3.
On débriefera tout ça en live, bien sûr. Voilà, et juste avant de s'arrêter, une petite remarque. Je rebondis sur les systèmes linéaires que vous allez résoudre dans cet exemple. Faut pas confondre une méthode avec la définition. Hein. La méthode de, on va dire, détermination de noyaux ou de base de noyaux par résolution de système linéaire, c'est qu'une méthode. C'est qu'une méthode que vous pouvez appliquer quand vous avez un système linéaire à résoudre. Et on peut pas toujours tout résoudre avec des systèmes linéaires. En fait, en dimension finie, on peut. Hein, quitte à... Vous avez un polynôme P, si vous l'écrivez, un polynôme P de degré inférieur ou égal à 2, vous avez le choix de travailler... vous pouvez travailler directement sur P, et vous pouvez déterminer un noyau comme ça. Mais vous pouvez aussi, si vous le voulez, utiliser les coordonnées. Disons que P appartient à K indice 2 de X, un polynôme de degré inférieur ou égal à 2. Si vous choisissez plutôt de noter A plus BX plus CX carré, eh bien vous disposez de coordonnées ABC. Et quand vous allez étudier le noyau d'une certaine application qui mange ce P, eh bien vous allez avoir un système linéaire. Travailler sur ABC, système linéaire. Travailler sur P, vous êtes dans, on va dire, si vous travaillez sur P là au-dessus, vous êtes dans un contexte un peu plus abstrait. Pas forcément de système linéaire. On ne fait pas forcément intervenir de système linéaire. À vous de voir ce qui vous arrange. Donc faire appel aux coordonnées peut nous faire travailler sur un système linéaire sur les coordonnées, mais c'est souvent pratique de ne pas faire ça pour minimiser les calculs et de travailler directement sur les vecteurs en question. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait, je remonte, c'est ce que vous avez fait ici si vous avez retrouvé de quoi je parlais. On n'a pas fait intervenir les coordonnées de la matrice, hein, il y en aurait n carré, ça aurait été beaucoup trop long. On a raisonné directement sur les matrices elles-mêmes. Donc n'oubliez pas ça. Ne vous focalisez pas sur les méthodes, tout n'est pas méthode, il y a des définitions qu'on peut appliquer directement. Donc c'est ce que je vous dis ici, on peut travailler directement sur les vecteurs en tant que tels. Quand on travaille dans des espaces de fonctions d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, on est obligé de faire ça, hein. C'est même pas un espace de dimension finie les fonctions. Ou les suites, ou les polynômes. Si vous n'avez pas de borne sur le degré des polynômes, si vous êtes dans K crochet X tout court, vous n'avez pas vraiment de système linéaire, hein, vous n'allez pas faire une infinité d'équations. Si vous avez une borne sur le degré, vous êtes de dimension finie, vous avez un certain nombre de coefficients qui peuvent intervenir dans un système linéaire. Donc à vous de voir. Mais je voulais vous mettre ces 3 exercices, alors sachant que le 9 a déjà été fait. Le 10, certains ont commencé à le regarder en TD. Et le 11, voilà un nouvel exercice. Dans ces 3 exercices, on peut complètement éviter les systèmes linéaires. On doit même, hein. On doit parce que c'est même pas des espaces de dimension finie. Donc on ne peut pas passer par des résolutions de systèmes linéaires, on doit travailler à la main directement sur les vecteurs. Et vous allez voir que c'est pas plus compliqué, c'est même plus simple, il y a moins de calculs. Cet exercice, par exemple, l'exercice 10, est extrêmement simple, à condition bien sûr de connaître ses définitions. Donc je vous laisse réfléchir à ces exercices, et on débriefera ça dans la séance live. Merci, et au revoir.